Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je sais que réviser pour le bac de français peut parfois sembler une montagne à gravir, surtout quand il s'agit de se rappeler de 12 mouvements littéraires. Vous vous demandez peut-être par où commencer ou comment retenir toutes ces informations. Pas de panique! Dans cette vidéo, je vais vous aider à retenir l'essentiel. Du XVIe au XXe siècle, nous allons parcourir ensemble chaque mouvement littéraire, comprendre leurs idées clés et découvrir les auteurs et œuvres qui les représentent. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi prendre des notes, et c'est parti pour une révision efficace. Commençons par définir la notion de mouvement littéraire. Un mouvement littéraire désigne un groupe d'artistes à une époque donnée, qui partagent une même vision de la littérature et qui ont la même conception du beau. Pour y voir plus clair tout au long de cette vidéo, nous allons construire ensemble une frise chronologique siècle après siècle, sur laquelle nous classerons les différents mouvements littéraires. Commençons par le XVIe siècle avec l'humanisme. Le courant humaniste naît sous l'influence de l'Italie et par réaction au Moyen-Âge jugé trop barbare. L'humanisme s'inscrit dans la période de la Renaissance et tire son origine du latin humanitas, qui désigne l'humain et la culture dans un sens plus large. C'est pourquoi l'homme est placé au centre de toutes les préoccupations. Contrairement à la vision médiévale centrée sur Dieu, les humanistes valorisent l'homme, ses capacités et son potentiel. Les artistes redécouvrent aussi ceux de l'Antiquité et se nourrissent de leurs œuvres pour retrouver les valeurs de sagesse et de mesure. La connaissance et l'éducation sont des piliers pour les humanistes. Ils croient en la capacité de l'homme à comprendre le monde par la raison et l'observation, et à améliorer sa condition grâce aux sciences. Si vous devez retenir 3 grandes œuvres de cette période, il faut vous intéresser à l'Utopie de Thomas More, à Gargantua de Rabelais ou encore au Manifeste de Du Bellay, défense et illustration de la langue française. Passons au XVIIe siècle, avec 2 mouvements littéraires qui s'opposent, le baroque et le classicisme. Le terme baroque provient du portugais barroco, qui signifie la perle irrégulière. Ce mouvement artistique, né à la fin du XVIe siècle, se caractérise par son goût pour l'exubérance et le contraste. Le baroque explore plusieurs thèmes récurrents. Il privilégie l'idée de mouvement et d'instabilité. La transformation et le changement sont également au cœur de ce courant, qui joue sur les trompe-l'œil et l'illusion pour questionner la réalité. Les apparences sont trompeuses et ce qui est visible cache souvent autre chose. La fragilité de la vie et la présence omniprésente de la mort sont des thèmes majeurs. Le baroque exprime cette fragilité de l'existence humaine à travers des œuvres d'art variées comme les vanités. C'est le cas sur ce tableau de Pereda intitulé Le rêve du chevalier, sur lequel on peut retrouver les thèmes majeurs du baroque comme le songe, puisque le chevalier est en train de dormir. L'ange présent au second plan est une allégorie de la mort, qui est également représentée par le crâne déposé sur le livre. Enfin, la fuite du temps est indiquée par de nombreux objets, comme la pendule ou encore les fleurs en train de faner qui symbolisent la fugacité de la vie. Parmi les œuvres emblématiques du baroque, on trouve les tragiques d'Agrippa d'Aubigné ou encore la pièce de Corneille, l'illusion comique. Intéressons-nous maintenant au classicisme. Le terme classique provient du latin classicus, signifiant citoyen de première classe, ce qui renvoie à l'idée de modèle. Ce mouvement, qui domine la littérature française au XVIIe siècle, vise à atteindre une perfection esthétique. On peut le voir dans la conception des jardins de Versailles par Lenôtre, avec la symétrie parfaite des jardins autour du bassin central, ou encore l'extrême rigueur avec laquelle les arbres et autres plantes sont disposés. La beauté se trouve dans l'ordre et la mesure. Les auteurs classiques s'inspirent des œuvres et des valeurs de l'Antiquité, considérées comme des modèles indépassables de sagesse et de beauté. Ils cherchent à imiter les grandes œuvres grecques et romaines tout en apportant leur propre touche. Le classicisme est également caractérisé par une rigueur formelle stricte. En littérature, cela inclut des règles telles que la règle des 3 unités au théâtre. Si ce courant possède un idéal esthétique, il possède aussi un idéal humain, celui de l'honnête homme, un individu mesuré, cultivé, doté de bonnes manières et capable de raison et de modération. Voici quelques œuvres qui illustrent les principes classiques. On y trouve bien sûr les célèbres fables de La Fontaine,
ou encore les tragédies de Racine, comme Phèdre par exemple. Enfin, Boileau, dans son art poétique, reprend toutes les idées que nous venons d'aborder. Entrons maintenant dans le XVIIIe siècle, avec l'avènement des Lumières et de la Révolution française. Le terme lumière utilise la métaphore de la lumière pour symboliser le savoir et la raison, par opposition à l'obscurantisme, qui représente l'ignorance et les superstitions. L'un des objectifs principaux des philosophes des Lumières est de rendre le savoir accessible à tous. Ce désir de partager les connaissances se manifeste notamment à travers la publication de l'Encyclopédie, une vaste compilation de savoirs et de sciences dirigée par Diderot et d'Alembert, destinée à éduquer et informer le public. Les Lumières valorisent la raison comme guide ultime de la connaissance. Les philosophes prônent l'usage de l'expérience, de l'observation et de l'esprit critique pour comprendre le monde, rejetant les croyances aveugles. Enfin, les Lumières critiquent fortement l'autorité absolue des rois, les abus de pouvoir, ainsi que les superstitions religieuses. Ils plaident pour une société plus juste, fondée sur des principes de liberté, de tolérance et de justice. Ces grandes idées sont portées par des œuvres telles que les Lettres persanes de Montesquieu ou encore Candide de Voltaire. Le XIXe siècle est un siècle très chargé en histoire littéraire, car de nombreux mouvements littéraires s'y sont succédés. Commençons par le romantisme, qui se situe au début du XIXe siècle. Les romantiques expriment ce qu'on appelle le mal du siècle, un sentiment de souffrance profonde lié à l'effondrement des repères après la Révolution française. Les romantiques privilégient l'expression des émotions et de la subjectivité. Ils explorent des sentiments intenses, comme la solitude, la mélancolie ou la passion. Le moi est au centre de ce mouvement, car les écrivains et artistes romantiques mettent en avant leurs tourments et leurs aspirations. Ils cherchent également à fuir la réalité décevante et à s'évader à travers le voyage, le rêve ou la contemplation de la nature. Celle-ci devient un refuge, un miroir des états d'âme. Quelques œuvres majeures incarnent les valeurs du romantisme. Hernani de Victor Hugo ou encore les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Continuons avec le réalisme. Ce terme provient du latin res, signifiant la chose. Ce mouvement littéraire se donne pour objectif de décrire le monde de manière objective et fidèle à la réalité. Les écrivains réalistes cherchent à montrer la réalité sans embellissement, à travers des descriptions détaillées et précises du quotidien et des comportements humains. Ils analysent comment les conditions de vie, les milieux sociaux et les environnements influencent les attitudes et les choix des individus. Beaucoup d'auteurs réalistes critiquent les hypocrisies et les travers de la bourgeoisie, mettant en lumière ses ambitions, ses désillusions et son égoïsme. Plusieurs œuvres illustrent les principes réalistes, le Père Goriot de Balzac par exemple, ou encore Madame Bovary de Flaubert. Le naturalisme émerge sous le Second Empire, en pleine révolution industrielle. Les découvertes scientifiques, notamment celles de Claude Bernard en médecine expérimentale et du docteur Lucas sur l'hérédité, influencent profondément les écrivains naturalistes. Le naturalisme partage plusieurs principes avec le réalisme, mais va plus loin en intégrant une démarche quasi scientifique. Ces écrivains observent minutieusement la réalité sociale et cherchent à démontrer les causes des comportements humains. Ils veulent également montrer comment les traits de caractère et le destin des individus sont fortement influencés par l'hérédité et par le milieu social dans lequel ils vivent. Ces facteurs jouent un rôle clé dans le destin des personnages, souvent condamnés à reproduire les mêmes schémas de misère ou de déchéance. Les œuvres représentatives de ce mouvement sont L'Assommoir d'Émile Zola et Belle Amie de Maupassant. Ensuite, le terme Parnasse fait référence à la montagne mythologique où résidaient Apollon et les 9 muses, symbole des arts et de la poésie. Le Parnasse repose sur 3 principes clés. Contrairement aux romantiques, les Parnassiens rejettent l'expression personnelle des sentiments et privilégient une approche plus froide et objective. Ils considèrent que l'art doit être une fin en soi. La beauté est le seul but de la poésie, et celle-ci ne doit pas servir de moyen pour exprimer des opinions ou des émotions. Les poètes parnassiens recherchent la perfection formelle et descriptive, souvent inspirée par la nature, l'antiquité et l'exotisme. Voici quelques œuvres majeures de ce mouvement.
On peut citer la préface de Mademoiselle de Maupin de Théophile Gautier, ou encore les poèmes barbares de Lecomte de Lisle. Le symbolisme naît à la fin du XIXe siècle, dans le prolongement de la poésie de Baudelaire, et en réaction contre le réalisme, le naturalisme et le romantisme. Les poètes symbolistes considèrent que la réalité visible cache des vérités profondes et mystérieuses. La poésie devient alors un outil pour révéler ces vérités cachées à travers des symboles. Ils privilégient aussi l'exploration des sensations. La poésie symboliste se distingue par son caractère souvent hermétique et difficile à comprendre. Les poètes recherchent un langage nouveau, riche en images et en symboles, qui ne livre pas immédiatement son sens. Les œuvres représentatives de ce mouvement sont les poésies de Mallarmé, la lettre à Paul Demény de Rimbaud et l'art poétique de Verlaine. Enfin, entrons dans le XXe siècle, avec 3 mouvements littéraires qui l'ont marqué. Le surréalisme émerge dans les années 1920, après la Première Guerre mondiale. Il prend naissance dans le prolongement du mouvement Dada, en réaction contre la rationalité bourgeoise. Le surréalisme se nourrit également des avancées de la psychanalyse. Les surréalistes cherchent à libérer l'esprit des contraintes de la raison et de la logique, en explorant l'inconscient et les rêves. Ils croient que la vérité se trouve au-delà du monde rationnel, dans une réalité plus profonde, le surréel. Le surréalisme valorise l'écriture automatique, une méthode où l'auteur laisse libre cours à ses pensées, sans filtre ni contrôle. Enfin, il est aussi un mouvement de révolte contre les normes sociales, politiques et morales. Vous pouvez retenir 3 grandes œuvres de cette période. Le Manifeste du surréalisme d'André Breton, Capitale de la douleur de Paul Éluard et Le paysan de Paris d'Aragon. Le mouvement de l'absurde prend forme après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte marqué par le traumatisme des conflits mondiaux et la remise en question des valeurs humaines. Les auteurs de l'absurde expriment la conviction que l'existence humaine est dénuée de signification. Les personnages évoluent dans un monde sans logique, où ils cherchent en vain à comprendre leur place ou à donner un sens à leur vie. Mais leurs efforts sont inutiles. Dans les œuvres absurdes, l'action est souvent minimaliste ou illogique, créant un décalage entre les attentes des personnages et la réalité. Les dramaturges de l'absurde remettent en question les formes classiques du théâtre. Le dialogue est souvent déstructuré et les personnages semblent coincés dans des situations sans issue. 3 œuvres majeures ont marqué ce mouvement: La cantatrice chauve de Ionesco, En attendant Godot de Beckett et L'étranger d'Albert Camus. Le nouveau roman émerge dans les années 1950-1960, en réaction aux formes narratives traditionnelles du roman. Il se caractérise par plusieurs principes novateurs. Les auteurs du nouveau roman abandonnent les intrigues structurées. Le récit devient souvent fragmenté, avec des événements décrits sans lien apparent, reflétant une réalité ambiguë. Contrairement au roman traditionnel, qui explore les pensées et les émotions des personnages, le nouveau roman refuse la psychologie. Les personnages sont souvent anonymes ou mal définis. L'attention se porte alors souvent sur les objets, avec des descriptions minutieuses de ceux-ci, et l'écriture elle-même devient un sujet d'exploration. Voici 2 œuvres à retenir concernant ce mouvement: Les Gommes d'Alain Robbe-Grillet et Tropisme de Nathalie Sarraute. Et voilà, nous avons fait un tour d'horizon des 12 mouvements littéraires essentiels à connaître pour le bac de français. De l'humanisme au nouveau roman, en passant par le romantisme et le surréalisme, chacun de ces courants a apporté une vision unique de l'art, de l'homme et du monde, influençant profondément la littérature. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire si vous avez des questions ou à vous abonner pour d'autres vidéos de révision. Bon courage à tous et à très bientôt!